Est-ce qu'on dialogue encore avec des gens qui déstabilisent l'État et qui tuent le ministre de la Défense? C'est toujours regrettable de trouver ses pires ennemis en face et d'être obligé de discuter avec eux dans la perspective de la paix. Pour la paix, la Côte d'Ivoire a discuté avec ses pires ennemis. Pour la paix, la Côte d'Ivoire était obligée de se mettre à table pour partir d'un pays quasiment détruit au pays que vous avez aujourd'hui. La Deuxième Guerre mondiale nous a permis, à partir des procès de Nuremberg et de tout ce qui s'en est suivi, pour envisager la paix. Moi, je ne suis plus chiffonné par cette idée-là. Bien évidemment, je vais dans cette discussion en tant que Malien de cœur serré. Quand j'imagine aujourd'hui combien de Maliens ont perdu la vie à cause de ces comportements et de ces actes terroristes, si on en est aujourd'hui à essayer de pointer du doigt pour dire « je ne veux pas discuter, je suis là parce que », on ne s'en sortira pas. Dans un contexte comme celui-ci, le sujet premier, c'est dans quelle mesure on peut se mettre autour d'une table. 2, qui doit venir occuper autour de cette table. 3, quels sont les sujets à évoquer. 4, pendant combien de temps devrions-nous évoquer ce sujet. Et 5, il ne faut pas l'occulter. Le Mali n'est jamais arrivé à régler ses problèmes sans la participation des autres. Je me souviens que les premières grosses discussions ont été faites sous l'égide de l'Algérie, avec la participation de personnalités publiques comme Edgar Pisani et un ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie à l'époque. Chaque fois qu'il y a eu la guerre, qu'il a fallu discuter de la paix et que les interlocuteurs ne pouvaient pas se regarder en face parce que hier ils se sont combattus, on a demandé à des tiers de confiance d'être dans la discussion. Le plus tôt on se mettrait dans cette dynamique, mieux ce sera pour nous, parce que la grande difficulté, encore une fois, c'est qu'on a un pays qui va vers l'abîme, et ce pays qui va s'abîmer à cause en partie de la guerre, mais très vraisemblablement à cause de la responsabilité première de cette junte militaire les 6 dernières années à la tête de l'État, nous risquons de mettre en danger d'autres pays, notamment nos voisins. Comment voulez-vous que les Ivoiriens, les Sénégalais, les autres puissent dormir tranquillement lorsqu'il y a le feu au Mali? Très bien. Cheikh Oumar? Oui, le dialogue doit avoir lieu, c'est un impératif. Ce n'est pas un impératif de faiblesse, c'est surtout un impératif de courage. Nous le savons tous. La guerre, c'est lorsque nous faillissons à faire preuve de courage pour aller vers la paix. Aujourd'hui, mon constat d'analyste, c'est que tout le monde est fatigué. Et quand je dis tout le monde, je vous parle du Mali, des Maliens, des soldats maliens. Je vous parle même des groupes armés terroristes. Ils ont posé des actions qu'ils ont filmées et que je ne commenterai pas, mais qui démontrent qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus se battre parce que ça fait des longues années que tout le monde se bat. Personne ne veut se battre. Et à partir du moment où c'est si évident que personne ne veut se battre, il faut donner une chance à discuter. Dans la guerre, il y a certaines choses qui vont se passer. Peu importe qui en sortira victorieux. Il y aura de l'humiliation, il y aura de la déception, il y aura de la destruction, il y aura du sang, il y aura des morts. Nous ne pouvons en aucun cas souhaiter ces choses-là à notre pays. Et c'est pour éviter le sang, le déshonneur, la désillusion, l'humiliation, la déception que nous n'avons cessé de prêcher, que nous avons une autre voie qui n'est pas la voie des armes, que nous pouvons mieux faire en construisant la paix par elle-même, par la paix. Malheureusement, Maître Konaté le dit, nous avons échoué. Moi, j'ai vu des gens qui nous trouvent assez critiques vis-à-vis de ce pouvoir et qui disent que vous devez être contents aujourd'hui. Mais non, nous ne sommes pas contents de ça. Nous avons échoué. Parce que nous aurions réussi, si nous avions réussi à les convaincre que nous n'en arrivions pas là. C'était ça l'objectif. Nous avons parlé, chanté, crié, nous nous sommes battus, nous avons subi parce que nous ne voulions pas voir ceci avec nos yeux. Malheureusement, nous l'avons vu. Alors. Et nous n'avons autre choix que de continuer à marcher. Et cette marche, elle doit être orientée paix. Notre fierté, nous ne la retrouverons que dans la paix. Très bien. Il y a cette question que beaucoup se posent, Cheikh Oumar Doumbia. Depuis le décès du général Sadio Camara, on ne vous a pas vu faire de sortie publique. Pourquoi? Il y a peut-être une raison à cela.
Premier élément, c'est que j'ai payé quand même mes condoléances aux proches en privé, ceux que je connais. Et le second élément, c'est que depuis quelques années, lorsque le pays est frappé par de tels événements, il a été demandé aux citoyens de ne pas se prononcer sur le sujet, de ne pas véhiculer les images. Je me souviens d'une intervention du président de la transition où il qualifiait même cela d'aider les terroristes dans leur action. Donc, pour quelqu'un qui est d'ailleurs de ma position, où on nous taxe souvent de beaucoup de choses, on ne prendrait pas le risque de rentrer dans cette ligne-là. Mais bon, je me rends compte quand même aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens rendent hommage. Et c'est peut-être l'opportunité qui nous est donnée de rendre hommage à tous ces soldats qui ont donné la vie pour ce pays que nous aimons tous, que ceux qui ont donné la vie à Moura, à Boni, à Tessalit, à Tenzawaten, à Tessit, dans les premières attaques de Bamako, à l'aéroport, à l'école de la gendarmerie. Chaque soldat mérite les mêmes hommages. Chaque soldat mérite la compassion de la nation et chaque soldat est tout aussi important. Peu importe le grade, peu importe la fonction, nos soldats, c'est le dernier rempart quand tout va mal. Et lorsqu'ils sont à l'auteur du sacrifice ultime, nous devons leur rendre cet hommage. Donc pendant toutes ces années, je fais partie de ceux qui disaient, mais quand ces choses nous arrivent, pourquoi ne pas rendre à nos soldats l'hommage mérité nommément? Pourquoi ne pas décréter de deuil national? À moins que ma mémoire me trahisse, de 2020 à aujourd'hui, c'est la première fois qu'on parle de deuil national. Alors qu'il y a eu suffisamment d'événements tragiques. Et moi, j'aimerais qu'à chaque fois, nous puissions avoir la même compassion, la même empathie, que nous soyons ce peuple-là debout derrière son armée à chaque fois, peu importe quelles sont les circonstances. Très bien. Voilà. Faut-il repenser totalement la stratégie du tout militaire en adoptant finalement une approche assez globale? Pour la simple et unique raison que cette démarche-là est vouée à l'échec. Elle a été vouée à l'échec hier, elle est vouée à l'échec aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut mobiliser la communauté nationale. Toute la communauté nationale en identifiant les interlocuteurs, en précisant les sujets de la discussion et en ouvrant les discussions. Bien évidemment, aujourd'hui, il faut que, de ce point de vue-là, il y ait un message politique. Et c'est parce que je suis conscient de ce que ce message politique ne peut pas sortir de la bouche de ce chef militaire que je suis définitivement convaincu qu'il n'est pas la bonne réponse. Et c'est pour ça que je demande à ce qu'on le mette à l'écart. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a identifié et réuni la communauté internationale autour d'un sujet, appelons autour de nous, parmi nos voisins, dans la sous-région, dans la région, dans le continent et dans le monde, les gens à qui on a confiance. Et justement, quand vous dites ça, j'ai envie de vous demander si vous êtes en train de remettre en cause même la Confédération des alliances des États du Sahel, l'AES, au cœur de laquelle le Mali est membre fondateur. Je suis désolé, ça n'a jamais été quelque chose qui a tourné dans ma tête. Je suis désolé. Je suis désolé parce qu'une confédération de circonstances comme ça, sans contenu ni contenant, et on se rend compte aujourd'hui que quand un des leurs est attaqué, ils ne sont même pas capables d'aller au-delà d'un communiqué d'une page. Aujourd'hui, le Mali n'a eu aucun soutien alors qu'il s'agit d'une attaque militaire des plus néfastes. Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'on attende de l'AES? Quoi? Qu'a fait le Burkina Faso pour le Mali samedi? Qu'a fait le Niger pour le Mali samedi? Et le Burkina Faso et le Niger sont dans les mêmes proportions menacés comme le Mali est menacé. Donc la Confédération des États du Sahel, c'est une grosse blague pour moi. Ce qui est le plus important, c'est véritablement les voisins. Et ces voisins-là, aujourd'hui, il faut qu'on puisse discuter avec eux. Il faut qu'on mobilise toute la communauté sous-régionale, régionale et internationale et n'aller avec que les gens avec lesquels on a confiance. Si aujourd'hui, les Maliens n'ont pas confiance à un tel, à un autre, mais on est en droit de ne pas aller avec eux. Donc, dans le cadre d'une démarche, on va pouvoir identifier les gens qui peuvent éventuellement nous faciliter le dialogue, nous permettre de pouvoir nous entendre et nous aider à nous sortir de là. Tous les pays passent par là. Hier, la Côte d'Ivoire a eu besoin de gens pour se tirer d'affaire. Avant-hier, d'autres pays se sont retrouvés dans une situation de difficulté. Ils ont fait appel à d'autres. Donc, je pense que de manière très sérieuse, et cette initiative doit émaner des Maliens.
Il faut arrêter aujourd'hui véritablement de pointer du doigt un tel de façon très partisane en disant ouais, un tel est un bon Malien, un tel n'est pas un bon Malien. Je vois Cheikh Oumar qui s'en fait. Cheikh Oumar, ça fait 20 ans que moi je suis dans ça. Je ne m'en fais plus. Personne ne m'a fait malien. Je suis né sur un territoire national et c'est le seul que j'ai. Et ce pays-là, je l'aime, je le porte depuis. Et personne ne peut me faire quitter ce pays-là. Et ce pays-là est mien. Et mon amour pour ce pays-là est un amour qui est fatal. Donc aujourd'hui, ils peuvent se prendre pour plus maliens qu'ils sont. Mais la question, tant que je suis en vie, tant que tu es en vie, c'est comme moi, il faut exprimer ta passion du pays de façon objective, en ne regardant la tête de personne, en ayant pour seule boussole le Mali. Et puisqu'on parle justement d'objectivité, on a vu, il y a une bonne partie de cette population malienne qui soutient le régime du général Assimi Goïta, c'est indéniable. Une population qui a soutenu les différentes étapes de cette transition malienne, qui a soutenu le retrait, bon, je n'allais pas dire le retrait, mais la suppression des partis politiques, leur dissolution. Donc aujourd'hui, comment est-ce que concrètement on revient à l'ancienne formule en réintégrant ces partis politiques, en instaurant donc un nouveau dialogue, en faisant sortir surtout de prison des figures majeures de la politique qui sont aujourd'hui emprisonnées. Je pense par exemple à Moussa Mara, ancien Premier ministre, à un autre aussi, Choguel Kokala Maïga, qui lui était même la partie civile de cette transition au départ. Ils n'ont rien à faire en prison. Une divergence politique ne se règle pas par la justice instrumentalisée qui conduit en prison. Non. Mais rappelez-vous simplement l'apartheid, c'est sans commune mesure, hein. Je fais un mauvais exemple ici, mais pour que ça vous frappe. Au moment où Nelson Mandela sortait de prison, ils étaient combien en prison? Détenus, jugés, condamnés illégalement. Le pire d'un régime autoritaire, c'est qu'une justice complètement déboussolée suit l'instrumentalisation et met en œuvre les décisions totalement insupportables des autorités qui sont dans une situation de violation absolue du droit. Rien ne peut se faire encore tant qu'on y maintient des gens en prison. Le préalable absolu, c'est de libérer tous et tout le monde. Très bien. Qu'ils se rappellent que s'ils ne le font pas, demain, ils seront eux aussi les prisonniers d'autres. La violation du droit, la violation des libertés doivent cesser. Troisièmement, on a vu pire avant eux. Ce soutien qui leur est donné aujourd'hui, simplement, je veux citer Laurent Gbagbo. Lorsqu'on lui a posé la question à la suite des élections que le président Gueye se prenait pour le vainqueur, il a rappelé aux gens que le président Gueye faisait une confusion entre la foule et le peuple. Tous ceux-là sont les mêmes qui ont été derrière le président Amadou Toumani Touré pour dire qu'ils allaient crever derrière lui. Et lorsque le président Amadou Toumani Touré a été renversé, ce sont ces mêmes gens qui étaient dehors. Vous savez, il faut faire une différence entre le peuple et la foule. Le peuple, lui, est conscient. Et aujourd'hui, ce peuple du Mali est atterré chez lui, conscient de ce que nous sommes dans la pire des difficultés de l'Afrique. Très bien. Par contre, la foule, elle gambade dans la rue, elle est partisane, mais bien évidemment, elle court derrière sa pitance. On prend la dernière question de Shadrack avant de refermer cette émission. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait plus faire confiance aux autorités de transition, aux autorités militaires. Pensez-vous aujourd'hui qu'on doit mettre en place une transition civile? Si oui, accepteriez-vous, du fait de votre expérience politique, déjà de présider cette transition-là? Vous savez, moi j'ai une petite expérience politique. Je n'ai pas fait de politique avant d'avoir été ministre. C'est seulement quand j'ai été ministre pendant 18 mois que j'ai goûté à la politique. Donc moi, je ne suis pas un bon politique pour être à la tête d'une transition. Par contre, des Maliens conscients, des Maliens engagés, des Maliens volontaires, et surtout des Maliens propres de la tête aux pieds, il en existe. Le jour où on me demandera l'occasion de citer des noms, bien évidemment, croyez-moi que je citerai des noms. Mais il est impératif aujourd'hui que cette junte militaire se rende compte que non seulement elle est en incapacité totale de gouverner, mais qu'elle est le problème elle-même. Très bien.